S'il y a bien un sujet auquel on a tous pensé en grande croisière, c'est bien celui de la piraterie. Alors on y a pensé soit avant, soit pendant, soit après le départ, mais en tout cas on a tous eu ce sujet-là en tête à un moment ou à un autre. Dans cette vidéo, on va parler de types de piraterie. Quels sont les différents types de piraterie qu'on peut rencontrer, types d'agressions qu'on peut rencontrer en grande croisière. On va également aborder le thème de l'anticipation. Qu'est-ce qu'on peut anticiper, comment on peut se préparer. Et puis les stratégies, les conduites à tenir en cas d'incident. Et puis après ce type d'incident. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Alors, lorsqu'on prépare un tour de l'Atlantique, lorsqu'on prépare un tour du monde, la question de la piraterie, elle se pose à un moment ou à un autre. Simplement parce que lorsque on prépare ce type de voyage, la question de la sécurité globale, elle se pose. Et la réponse qu'on va apporter, ce qui vient à l'esprit très souvent, c'est la question est-ce que je suis armé ou pas armé, mais en réalité, l'anticipation de ce type de sujet se limite pas à est-ce que je suis armé ou pas armé. Je ne suis pas en train de dire il faut être armé ou il faut pas être armé, hein, c'est pas la question. Je pense simplement que la réflexion, elle est un petit peu plus large que ça. Parce que si on limite la réflexion à cette question-là, en réalité, les possibilités de réponse, elles vont être extrêmement limitées. Hein, soit on se dit, je suis pas armé, je subis, soit on se dit, je suis armé, je rentre en guerre. Mais il faut imaginer quand même ce que ça va impliquer derrière de se mettre à tirer dans le tas quand vous avez des personnes qui s'approchent de votre bateau. Donc pour l'instant c'est pas le débat. Maintenant on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo, mais l'idée c'est vraiment d'avoir une porte d'entrée et une entrée sur le sujet beaucoup plus large que simplement la question de l'armement à bord. L'objectif de la vidéo, c'est pas de vous dire regardez-nous comme on est bien, on est bon sur Ikigai, il faut faire comme ça et puis c'est la bonne solution. C'est pas ça, parce que déjà nous n'avons pas la science infuse, hein, et puis il y a aussi beaucoup de choses qu'on connaît pas. Il y a des choses qu'on connaît quand même un petit peu maintenant, mais il y en a aussi qu'on connaît pas. Et puis surtout, on n'est pas tous dans les mêmes contextes. On n'a pas tous le même âge, on n'a pas tous la même mobilité, on n'a pas tous le même rapport aux situations de crise. On n'a pas tous les mêmes équipages. Nous, sur notre voyage, la plupart du temps, je suis avec Moufida et les deux filles. Quand vous êtes le seul homme à bord avec une femme et puis deux adolescentes, je pense que vous n'êtes pas du tout dans le même contexte que lorsque vous êtes quatre gaillards de 40 ans rompus au sport de combat ou avec un passé militaire. Donc voilà, l'objectif de la vidéo, c'est de vous présenter les différents éléments qu'on va retrouver lorsqu'on commence à se gratter un petit peu la tête et à s'interroger sur le sujet de la piraterie et puis des agressions sur les plans d'eau. Et puis les différentes stratégies, les différentes préconisations qu'on peut retrouver, de manière à ce que chacun, en fonction de son contexte, puisse construire sa propre stratégie, et puis surtout puisse anticiper au moment de la préparation du voyage, parce que il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles à faire avant le départ et qui deviennent un peu plus complexes à mettre en place une fois qu'on est parti. C'est pas impossible, mais c'est pas forcément plus simple. Tout d'abord, en préambule, je voudrais quand même préciser que les actes d'agression, de piraterie, ça reste l'exception. Et on peut passer des années sur un plan d'eau sans jamais y être confronté, et c'est ce que je souhaite à tout le monde.
Maintenant, c'est un petit peu comme les cyclones en fait. Si on vous dit la saison va être active et qu'au final, là où vous êtes, il se passe rien et que les cyclones viennent taper les îles qui sont à une bonne distance de vous, vous vous dites bon voilà, c'est pas ça n'a pas été une saison très importante. Mais si on vous dit la saison va pas être trop active et puis que le seul cyclone qui passe, il vous passe dessus et il vous ravage le bateau, vous allez vous dire finalement la saison elle a été horrible. Donc les actes de piraterie c'est un peu comme ça et il faut bien voir que alors dans le cadre de mes fonctions de psy, j'étais amené à intervenir sur des traitements de trauma suite à ce type d'acte. Quand vous vous réveillez en pleine nuit avec des gens dans votre bateau, un pistolet sur la tête, ou qu'un membre d'équipage ait pris un coup de couteau, la croisière, la poursuite de la croisière idyllique, paradisiaque, et dans le cadre d'un changement de vie, elle tourne un peu quand même au cauchemar. Et c'est lorsqu'on est confronté au problème qu'on mesure finalement le degré d'impréparation qu'on a pu avoir. Alors attention, je vous dis pas qu'en étant préparé, ça se passe super bien, parce que on peut être très bien préparé et qu'au final, ça se passe mal. Mais l'anticipation de ce type de situation, c'est ce qui va contribuer soit à éviter le problème, soit à limiter la casse et les conséquences de ce type de situation. Sous le terme générique de piraterie, en fait, ce qu'on va retrouver, ça va être des notions d'abordage, des notions de vol, de cambriolage et puis d'agression. Pour entrer dans le vif du sujet, je distinguerai en fait deux types d'actes de piraterie ou d'agression. Ça serait dans un premier temps les actes de piraterie qu'on va retrouver au mouillage ou en navigation côtière sur des très courtes distances. Et puis d'un autre côté, les actes de piraterie qu'on va retrouver en navigation hauturière où on est vraiment très loin des côtes. Alors je commencerai par tous les actes piraterie, agression qu'on peut retrouver au mouillage parce que au final c'est quand même ce qui est le plus fréquent. Alors attention, ce qui est le plus fréquent dans quelque chose qui n'est pas qui reste l'exception. C'est-à-dire que se faire agresser sur le mouillage, ça reste l'exception d'une croisière. Mais c'est quand même un peu plus fréquent que les actes d'abordage qu'on peut retrouver en hauturier. Pour nous sur Ikigai, les deux mots-clés finalement qui vont résumer un peu notre philosophie, ça va être éviter et prévenir. Éviter pour nous, ça veut dire au moment de la préparation de nos navigations, le choix des escales, éviter les escales à risque, les mouillages à risque ou les traversées à risque. Et puis prévenir, ça va être d'éviter de tenter ou de faciliter les vols, par exemple, au niveau du bateau ou du dinghy. Ça veut dire bien s'informer. Donc mon encouragement, c'est repérer tous les sites d'information, il y en a, dans la zone locale où vous vous trouvez, ou des sites d'information internationaux qui permettent d'avoir de l'information locale. Donc de bien identifier l'ensemble de ces sites-là, de les croiser, d'avoir plusieurs sources d'informations. Ça veut dire aussi, lorsque vous êtes sur site, de bien identifier les numéros de téléphone ou les canaux de communication VHF, BLU, etc., des services des autorités locales, par exemple les gardes-côtes, par exemple la police maritime, la police du port, et lorsque vous êtes sur un mouillage, également d'avoir identifié simplement le numéro de téléphone de la police, son indicatif, et puis savoir
comment les appeler, parce que des fois on a le numéro de téléphone et lorsqu'on veut le composer, bah on s'aperçoit qu'on n'y arrive pas, simplement parce qu'il y a une manip qu'on n'a pas pris en compte. Personnellement, j'éviterais de me retrouver seul sur un mouillage à risque, mais si j'étais sur un mouillage risqué et qu'il y avait quelques bateaux autour de moi, bah, j'irais me présenter à eux, j'irais peut-être discuter du sujet avec eux, peut-être qu'eux ils ont des informations que moi je n'ai pas ou une expérience que moi je n'ai pas, et puis je pense que je déciderai quand même avec eux d'un canal de communication VHF local, ou d'un échange de numéros de téléphone pour pouvoir quand même rester en contact pendant la nuit à distance, et pouvoir les alerter en cas de problème, ou effectuer une surveillance mutuelle des bateaux. Alors c'est vrai que c'est pas évident, hein, parce que on peut aussi discuter avec d'autres personnes qui sont sur le même type de croisière que nous, mais avoir une information fiable, c'est compliqué, parce que en échange, hein, entre voyageurs, parce qu'entre voyageurs, on a tout le temps des personnes qui sont à la limite de la paranoïa, et puis d'autres qui sont dans une insouciance totale. Et puis des personnes qui ont des expériences différentes. Certains vont dire, bah moi, nous on a mouillé ici pendant plusieurs jours, ça s'est super bien passé. Et puis d'autres vous dire, bah nous on s'est arrêté juste 1 heure et puis ça s'est mal passé. Donc savoir le vrai du faux et se faire une idée vraiment objective uniquement sur cette base-là, c'est pas évident, même si c'est toujours intéressant de communiquer avec d'autres voyageurs. Lorsque vous êtes au mouillage, afin de pouvoir établir une sorte de stratégie, hein, je mettrais en vis-à-vis deux choses. La première, ça serait alors ce qu'on appelle en science un plan expérimental en carré latin. Ça me rappelle des vieux souvenirs, ça. C'est-à-dire un tableau à double entrée. Je mettrais en colonne le moment de la journée. Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Et puis en ligne, je mettrai est-ce que vous êtes à bord? Première ligne, deuxième ligne, est-ce que vous êtes à terre? Donc là, j'aurai 4 configurations possibles. Je suis à bord, il fait jour. Je suis à bord, il fait nuit. Je suis à terre, il fait jour. Je suis à terre, il fait nuit. Et là, vous voyez, ça commence à dessiner en fait des cas de figure et des cases à l'intérieur desquelles vous pouvez commencer à placer des idées de stratégie. Et puis, je rappellerai, par rapport à ce qu'on entend sous ce vocable de piraterie, qui encore une fois n'est qu'à une sorte de tête de chapitre, hein, de titre générique, les différentes phases qu'on peut retrouver. La première phase, bah, ça va être des personnes qui s'approchent de votre bateau. La deuxième phase, ça va être des personnes qui vont monter à bord. La troisième phase, bah, ça serait un vol avec ou sans effraction. Et puis la quatrième phase, ça pourrait être, et c'est ce qu'on espère jamais, c'est ce qu'on espère ne jamais rencontrer, ça va être le fait qu'il y ait une agression ou pas. Et ça va vous donner un peu tous les cas de figure que vous allez pouvoir rencontrer. Et par exemple, il y a des personnes qui s'approchent de votre bateau, est-ce que c'est le jour, est-ce que c'est la nuit, vous êtes à bord, vous n'êtes pas à bord, quelles sont les stratégies que vous pouvez imaginer par rapport à ce cas de figure-là. Des personnes montent sur votre bateau, il fait jour, il fait nuit, vous êtes à bord, vous n'êtes pas à bord. Là aussi, comment je vais remplir un peu les cases pour ce cas de figure-là. Il y a une tentative d'effraction, vous êtes à bord, vous n'êtes pas à bord, il fait jour, il fait nuit. Bon, vous voyez toutes les combinaisons qu'on peut imaginer, et je trouve ça intéressant parce que ça vous permet aussi de créer vous-même en fonction de qui vous êtes, de votre contexte et du lieu où vous êtes, des idées, des stratégies, des conduites à tenir par rapport à tout ça. Et ça permet, l'idée là, c'est de pouvoir y réfléchir bien en amont. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a parfois des réflexes à terre que on perd en bateau, par exemple, à terre. C'est assez rare de quitter son domicile sans fermer la porte à clé. C'est assez rare de quitter son véhicule en laissant toutes les portes ouvertes. Nous, sur Ikigai, bah, lorsqu'on quitte le bateau,
on a tout fermé à clé. Les coffres, on a mis un cadenas sur les coffres. Alors c'est vrai que on peut me dire ouais, mais c'est quand même dommage d'en arriver là. Ça casse un peu le charme du truc. C'est vrai, ça casse le charme du truc. Moi, je préférerais quitter le bateau comme ça, laisser tout ouvert et puis ne pas avoir de verrou sur les coffres. Mais voilà, les temps changent, hein. Les temps changent et pas forcément en mieux. Je vois de plus en plus de bateaux. Alors, c'est marrant, ce sont plus des catamarans que des monocoques, mais qui ont des caméras de surveillance sur les bateaux. Alors, je le déplore, mais à un moment donné, lorsqu'on prend un angle sécurité, bah, il y a quand même des choses qui tombent sous le sens. En termes d'action. Donc pour prévenir les vols, partez avec quand même de bons cadenas, un nombre suffisant de cadenas et notamment en cas de perte ou en cas de perte du cadenas. Alors c'est bizarre, mais ça aussi, y a des cadenas qui passent par-dessus bord ou qui nous échappent et bon bah on les perd au fond de l'eau, on les retrouve pas. D'autres vont rouiller, parfois on perd les clés, donc avoir un bon stock de cadenas inox c'est quand même pas mal. J'ai rencontré des personnes qui tiraient les rideaux lorsqu'elles quittaient le bord, de manière à ce que quelqu'un qui monte sur le bateau, quelqu'un de non autorisé monte sur le bateau, qui veut regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur, il n'y ait pas de tentation visible. Alors quelque chose que nous faisons systématiquement la nuit, par exemple, on laisse rien traîner sur le pont de valeur ou de tentant qui ne soit rangé dans un coffre, soit attaché. Donc nous on a le canoë là sur le pont, mais bon le canoë lui il est sécurisé sur le pont. On remonte l'annexe, alors remonter l'annexe déjà ça protège l'annexe. Le moteur d'annexe lui il est attaché avec une chaîne sur l'annexe et au niveau du bateau. Donc comme ça on est tranquille. On remonte aussi l'échelle, ce qui rend moins facile quand même l'accès au bateau par l'arrière du bateau. Et puis une annexe à l'eau égale une annexe cadeau. Et ça c'est pas totalement faux. Je vais pas m'étendre trop sur le dinghy, sur l'annexe, parce que j'ai déjà fait des vidéos dessus et puis j'en referai peut-être d'autres pour approfondir le sujet, mais là c'est pas le sujet. Mais c'est vrai que au niveau de l'annexe, on sécurise les choses, la nourrice, le jerrycan d'essence, le moteur. Donc ça veut dire sécuriser, mettre un câble, une chaîne, des cadenas ou des barres pour ne pas pouvoir dévisser le moteur du tableau. Certains n'écrivent pas le nom de l'annexe sur l'annexe, mais l'immatriculation du bateau, en se disant si l'annexe est au ponton, ça veut dire qu'il n'y a personne sur le bateau. Et possiblement, et donc si on voit le nom de mon bateau écrit sur l'annexe, quelqu'un qui voudrait voler quelque chose, c'est que potentiellement personne n'est sur le bateau, donc ils écrivent plutôt l'immatriculation. Nous on fait pas ça, mais ça peut être une idée pour certains. D'autres n'écrivent rien sur l'annexe. Alors en principe, comme c'est une annexe de bateau, le nom du bateau ou l'immatriculation du bateau doit figurer sur l'annexe. Déjà, si vous perdez votre annexe, on peut vous la ramener. On sait à qui la ramener. Mais parfois, le nom il s'est effacé et puis on n'a pas pris le temps de le réécrire. En tout cas, pour ce qui est sur l'annexe, ou lorsque l'annexe est attachée au bateau et lorsqu'elle est remontée, l'idée aussi c'est que tout ça se soit visible, que la chaîne soit visible, que les cadenas soient visibles. Voilà, ça évite les vols d'opportunité. En se disant un vol d'opportunité, la personne qui veut voler ira toujours au plus simple. S'il y a une chaîne de 8, une chaîne de 10, des cadenas conséquents, la personne risque de passer son tour. Alors, je rappelle juste que ce qu'on entend sous le vocable de piraterie, en réalité, le but c'est des vols, ça va être un cambriolage, à moins de tomber sur un gros psychopathe qui écume tous
tous les voiliers pour zigouiller tout le monde. Le but, il est essentiellement sur du vol. La difficulté, c'est déjà de se faire voler les choses, et puis surtout, si vous êtes à bord, le fait que ça puisse tourner sur une agression plus ou moins grave. Voilà. Donc, pour nous, on est toujours autour du vol, du cambriolage, avec ou sans violence. Ça veut dire qu'on va également éviter de donner l'information à quelqu'un de mal intentionné qu'il n'y a personne à bord. Hein, donc, on évite de communiquer à la VHF sur les réseaux sociaux, de crier sur tous les toits ou à des personnes qu'on connaît pas. Qu'à un moment donné, on va quitter le bateau pour une journée, ou pour 2 jours. Lorsqu'on dort la nuit, sur Ikigai, nous aimons bien avoir la porte de la descente ouverte ou les panneaux de pont ouverts, déjà parce qu'il fait chaud, hein, et que être complètement enfermé dans ce type d'environnement, c'est pas super sympa. Et puis c'est quand même agréable de se dire voilà, on est au mouillage, c'est sympa, on n'est pas, on peut tout laisser ouvert. Mais ça, on va le faire uniquement dans les endroits où on sait être en parfaite sécurité. Ça veut dire que dans les endroits où on a des doutes, on va fermer. Et c'est bien de pouvoir fermer les descentes de manière efficace et les fermer de l'intérieur. Certains sur les panneaux de pont ont des barreaux anti-effraction. Donc pour certains, c'est aussi une solution. Moi, je vous dis pas ce qu'il faut faire, hein. Je vous dis simplement les solutions que certains ont adoptées pour augmenter leur niveau de sécurité. Je vous dis pas que c'est bien, que c'est pas bien. Je rentre pas du tout dans les discours. Ça serait mieux si c'était différent. Comme dirait l'autre, ça serait mieux si c'était moins pire. Oui, mais chacun va mesurer aussi son degré de sécurité ou d'insécurité au regard de son contexte personnel. Et puis toujours dans la partie prévention vol cambriolage, j'ai rencontré des personnes qui avaient des portefeuilles et puis des cachettes sacrificielles, c'est-à-dire un portefeuille sacrificiel, c'est le portefeuille qu'ils allaient donner s'ils se faisaient entre guillemets braquer, ou si on leur demandait avec une très très grande insistance leur portefeuille. Donc c'est un portefeuille dans lequel ils ont des vieilles cartes de crédit qui sont périmées, qui avec un peu de liquide local et euros. Alors une somme qui permet quand même de dire ça a de la valeur, mais pas non plus une somme trop importante. Peut-être différentes devises également, des papiers qui sont périmés. Donc ça, c'est bien de l'anticiper, hein, c'est-à-dire que avant le départ, se dire tiens, j'ai un portefeuille qui contient tout ce que contient un portefeuille, mais simplement tout est périmé et puis moi je peux m'en séparer. Et c'est pareil pour les cachettes à l'intérieur du bateau. Certains vont avoir des cachettes qui sont des cachettes qu'on trouve facilement. Et là, ils vont laisser des choses qu'ils acceptent de se faire dérober et avoir des cachettes beaucoup plus compliquées à trouver et où ils vont cacher les choses qui ont beaucoup plus de valeur. Dans tous les cas, je vous encourage très fortement, si ce n'est déjà fait, d'avoir une copie de tous les papiers du bateau, vos papiers personnels, passeport, également les numéros de carte bleue, les cryptos qui sont à l'arrière, de bien inventorier tout ce que vous avez de valeur dans le bateau, y compris avec des numéros de série, des photos, etc. Parce qu'en cas de vol, il va falloir justifier que vous les ayez eu en votre possession, par rapport à l'assurance, tout simplement, ou par rapport à la police. Lorsqu'ils vont, eux, faire des recherches et puis retrouver des objets, il va bien falloir prouver que ces objets vous appartenaient. Dans votre cachette ultime, celle que vous ne voulez surtout pas que les voleurs, les cambrioleurs trouvent, c'est intéressant d'avoir une VHF portable en complément, un GPS en complément et puis une balise de localisation aussi en complément avec évidemment soit des batteries, soit de quoi les charger. Et je rajouterai un téléphone classique ou satellite
et puis une paire de jumelles. J'ai vu sur certains bateaux hein, des autocollants, bateaux sous surveillance, sous alarme, autocollants, bateaux sous vidéosurveillance, etc. Donc pour certains, c'est quelque chose qui est utile. Ensuite, question alarme, on va avoir deux types d'alarmes en réalité sur nos bateaux, hein, parce que c'est assez rare quand même d'avoir des comment dire des abonnements comme certains pourraient avoir à terre, ou quand l'alarme sonne tout de suite il y a un centre de sécurité qui est alerté, etc. Nous sur les bateaux on n'a pas de choses comme ça. En tout cas moi j'ai pas rencontré de bateau avec des choses comme ça. Par contre les alarmes, bah, ça va être des alarmes lumineuses et puis des alarmes sonores. Et bah le but il est double, hein. C'est à la fois d'effaroucher la personne qui se dise mince, bah voilà, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de lumière, bah je suis plus en mode discret, on va dire. Et puis surtout et pas surtout, mais également d'alerter les bateaux voisins, de dire voilà, il se passe quelque chose. Soit venez, soit vous aussi mettez-vous sur le pont. Et là aussi, bah, ça va participer soit à effaroucher la personne, soit à avoir de l'aide concrètement. Là, on commence à arriver dans une partie où l'objectif c'est de dissuader quelqu'un de monter à bord. Hein, alors, tous les moyens qu'on va pouvoir activer, lumière, sirène, etc., sont des moyens qui doivent pouvoir être activés de l'intérieur, parce qu'on est toujours plus en sécurité à l'intérieur. Et parfois, on entend quelqu'un qui monte sur le pont, en fonction de la configuration. Si vous avez 75 ans et vous n'êtes pas en super forme physique et qu'il y a 3-4 personnes qui sont montées sur le bateau, j'ai rencontré peu de personnes dans ce cas-là qui se disent bah je sors avec une machette et puis je vais flinguer tout le monde. Donc rester enfermé à l'intérieur, appeler la police, prévenir les secours et puis faire un maximum de bruit, bah faut qu'on puisse faire ça de l'intérieur. Et puis ces boutons d'alarme, c'est pas mal aussi qu'ils soient assez proches de l'endroit où vous dormez. Parce que ces intrusions, elles ont quand même plutôt tendance à se faire la nuit. La nuit, on dort et on dort dans sa couchette. Donc si on peut activer dès qu'on entend le bruit à partir de la couchette, c'est quand même c'est un petit peu plus efficace. Dans le fait de dissuader quelqu'un de monter à bord, c'est là où on va retrouver les armes. Hein, l'arme, le fait de montrer qu'on est armé, c'est quelque chose qui peut être largement dissuasif. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord les armes, vous les êtes procurées avant votre départ. C'est très compliqué d'acheter des armes dans les îles, en tout cas pour des personnes lambda, hein, pour moi particulièrement. Je me vois pas essayer de trouver le marché noir des armes locales pour acheter un fusil à pompe ou un pistolet ou je sais pas quoi. Et donc la plupart des personnes qui ont des armes à bord sont des armes qu'ils ont emportées au moment de leur départ. L'autre élément par rapport aux armes, donc on va dire avant votre départ, vous vous êtes procuré des armes. Maintenant, il faut savoir s'en servir. Parce qu'il ne faut pas découvrir non plus ce que ça fait que tirer avec un fusil, avec une carabine, avec un pistolet, au moment où vous en avez besoin. Ça requiert de fait un entraînement. Alors certains sont inscrits dans des clubs de tir, d'autres sont chasseurs par exemple. En tout cas, ils ont l'habitude de manier des armes, et si vous devez emporter des armes avec vous, je vous encouragerai très fortement à avoir un minimum d'expérience dans la manipulation de celles-ci, parce que ça reste quand même des outils qui peuvent être dangereux pour celui qui l'utilise et qui ne sait pas comment l'utiliser en toute sécurité. Vous avez des armes à bord, vous savez les utiliser et vous voyagez. Ça veut dire que vous changez de pays régulièrement, changez d'île. Ça veut dire aussi que vous faites des clérances, vous passez des douanes. Et là, il y a une chose qui va être récurrente, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire votre clérance, on va vous demander si vous avez des armes à bord. Certains les déclarent, d'autres ne les déclarent pas. Ça, je laisse chacun
libre devant la décision qu'il va prendre. Personnellement, j'essaie de faire en sorte d'être raccord avec la loi. Si vous les déclarez, plusieurs possibilités se posent, vont arriver. La première, c'est qu'on va vous dire, bon bah ok, vous avez déclaré, vous avez des armes, il n'y a pas de souci. Deuxième possibilité, on va vous dire, eh ben, écoutez, les armes, on vient inspecter le bateau. Et troisième possibilité, les armes, vous devez nous les laisser et vous allez les récupérer au moment de partir. Là, la difficulté, c'est que si vous êtes au mouillage et que vous faites agresser et que toute votre stratégie repose sur le fait d'avoir des armes, vous n'avez plus d'armes. Plus d'armes à feu. Autre bémol par rapport à ça, c'est que lorsque vous entrez dans un pays ou sur une île pays, pas un archipel, mais même un archipel, lorsqu'on arrive dans un pays et qu'on quitte ce pays, c'est pas forcément par le même point. C'est-à-dire qu'on peut très bien arriver au sud d'une île et puis quitter cette île par le nord. Donc du coup, ça voudrait dire, si vous avez laissé vos armes à la douane de votre clémence d'entrée, qu'il va falloir faire votre sortie par le même endroit. Et ça peut être problématique. Une notion importante par rapport aux armes, pour moi, c'est la notion de distance. Alors, distance très longue, un fusil par exemple, donc c'est-à-dire quelqu'un qui s'approcherait du bateau et qui verrait le fusil, quelqu'un sur le pont, une personne sur le pont avec un fusil à la main se dirait « je vais faire demi-tour », potentiellement. Si vous avez un taser, là on voit bien que c'est quelque chose qui va s'utiliser au contact. Donc dans la stratégie armement, on peut aussi penser la stratégie en termes de distance. Des armes qui vont avoir une portée relativement longue et qui vont permettre d'éviter que quelqu'un monte à bord, et puis des armes qui seront des armes où les personnes sont déjà à bord. Par exemple, là on est sur des armes non létales comme les bombes de gel au poivre ou des choses comme ça. Et puis des armes où vraiment les gens sont au contact. Ça veut dire aussi que plus la personne est proche, plus vous devez avoir une forme d'expertise dans ce type de combat en fait. Si l'option c'est de rester à l'intérieur pour pouvoir passer l'alerte, de rester enfermé à l'intérieur parce que c'est un endroit où on va être un peu plus en sécurité finalement et pas du tout en contact direct avec les personnes qui sont montées à bord. Donc vous êtes enfermé à l'intérieur, vous passez l'alerte, vous alertez les autorités. Alors, quelque chose qui peut être intéressant le jour, c'est de fermer les rideaux pour que les agresseurs ne voient pas ce qui se passe, ne voient pas qui il y a et ce qu'il y a à l'intérieur du bateau. Si c'est la nuit, c'est d'éviter d'allumer toutes les lumières à l'intérieur, encore une fois pour éviter que les agresseurs puissent voir ce qui se passe à l'intérieur du bateau. Une autre stratégie que j'ai rencontrée sur les plans d'eau, c'était les personnes qui avaient des chiens sur leur bateau. Alors même des petits chiens, c'est un bon système d'alarme parce que ils ont une très bonne ouïe et puis ils arrivent et puis sont assez territoriaux, donc du coup ils arrivent à aboyer si quelque chose se passe ou quelqu'un approche. Et puis j'ai vu aussi des bateaux avec des gros chiens et des fois 2 gros chiens. Bon, c'est pareil, une alarme. C'est impressionnant, ça peut dissuader aussi quelqu'un de monter à bord. Après, si vous comptez à ce que le chien vous défende, ça veut dire que le chien a été aussi dressé pour ça. Et ça, c'est quelque chose qui va s'anticiper. Rappelez-vous aussi que avoir des animaux à bord, ça peut être assez contraignant, parce que voilà, on est dans des lieux clos, les animaux ont besoin de en tout cas pour les chiens, de se dégourdir les pattes, de faire leurs besoins. On vous demande quand vous passez la douane, est-ce que vous avez des animaux à bord? Bon, c'est pas rédhibitoire, mais c'est aussi une contrainte. Dans tous les cas, il est recommandé, très très fortement recommandé, d'avoir un plan d'intervention. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on fait en cas d'abordage, au cas où quelqu'un monte à bord, au cas où on est confronté à un vol, à un cambriolage, etc. Donc, c'est bien d'avoir un plan d'intervention. C'est pour ça aussi que je parlais tout à l'heure de ce plan en carré latin avec en colonne, jour, nuit, en ligne, à bord, à terre, et puis les différentes phases possiblement d'un acte de piraterie, au mouillage en tout cas.
pour avoir tous les cas de figure qui peuvent se présenter et puis se dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait à telle étape, à telle étape, à telle étape, et qui fait quoi? Qui passe l'alarme? Où se trouvent les numéros à appeler? Ou les canaux VHF à appeler? Qui va être le négociateur? Où est-ce qu'on va regrouper les personnes? Tous les plans, tous les éléments qu'on va retrouver dans un plan d'intervention. C'est important et il est très fortement recommandé en tout cas d'avoir ce type de plan de près et que tout le monde soit un petit peu briefé sur ce plan et les conduites à tenir. Et si par malheur vous étiez victime d'un vol, d'un cambriolage, d'une agression à bord, pensez à toujours le signaler. À le signaler aux autorités locales, à la police, aux affaires maritimes, aux douanes, ou en tout cas le signaler sur les sites également qui vont répertorier tout ce type d'actes. Maintenant, on va aborder l'autre versant. Alors celui en fait, c'est celui auquel on pense tout de suite lorsqu'on parle de piraterie. Hein. Quand on parle de piraterie, on pense tout de suite à navigation hauturière, abordage, et puis des personnes qui montent à bord. Donc là, on est dans ce volet-là, c'est-à-dire le volet vous êtes en navigation hauturière. En navigation hauturière, vous allez rencontrer deux types de navires. Soit un navire assez gros, un navire de pêche assez gros, entre 50, 60, 70 pieds, alors, c'est le moins fréquent, mais c'est le plus dangereux, parce que ce sont des bateaux qui sont gros, qui sont lourds, et qui sont souvent plus gros, plus lourds que le voilier, et donc ça veut dire qu'ils peuvent infliger au voilier des dégâts importants. Et puis souvent, sur ce type de bateau, on va rencontrer des personnes avec des armes automatiques. Donc là, on est vraiment dans une configuration très particulière. Ou alors, vous allez rencontrer des pirogues, un bateau avec 3, 4, 5, 6 personnes à bord, ou une flottille de bateaux de 3, 4, 5 bateaux. Alors en général, ces bateaux-là sont un peu moins lourdement armés. Hein. On va avoir des pistolets, des machettes ou des couteaux. Quels sont les mots-clés par rapport à ces actes de piraterie en hauturier? Les mots-clés, on va avoir informé, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des personnes qui soient informées de notre voyage. Ensuite, on va avoir éviter les zones à risque. S'évader, c'est-à-dire que s'il y a une situation qui semble un peu dangereuse, comment on s'enfuit, comment on s'évade, communiquer, et puis dernièrement coopérer. Je ne vais pas reprendre tous les éléments qu'on a déjà vus par rapport aux situations de vol, d'agression, de personnes qui montent à bord au mouillage, parce que on a des choses qui sont pareilles, les cachettes sacrificielles, les portefeuilles sacrificiels, les choses comme ça. Simplement, le point commun sur lequel j'insiste beaucoup, c'est d'avoir un plan d'intervention, c'est-à-dire savoir quoi faire et qui fait quoi. J'insiste beaucoup sur le fait de connaître les fréquences VHF, les fréquences BLU, HF, des secours, des personnes auprès de qui on va passer l'alerte, y compris les numéros de téléphone, satellites, etc., pour savoir qui appeler. Parce que ça, c'est pas lorsque vous serez confronté à la situation que vous allez vous ouvrir un bloc marine ou je ne sais quel chart pilote pour vous dire qui appeler. Donc des fréquences identifiées, des personnes identifiées, qui va passer cet appel. Faut pas compter sur le fait que spontanément l'organisation se émerge comme ça de nulle part. Non, il faut qu'il y ait quelqu'un de désigné, de dire voilà, tiens, s'il se passe quelque chose, c'est toi qui vas appeler, tu vas appeler telle autorité ou telle personne ou tel bateau avec tel moyen sur telle fréquence. Si vous voyagez en flottille, c'est-à-dire à plusieurs, voilà, quels sont les MMSI des bateaux copains, quels sont les numéros de téléphone qu'on peut appeler en direct. Évidemment, si vous êtes en hauturier, ça sera du téléphone satellite, ça sera pas la carte avec l'abonnement local.
Renseignez-vous bien auprès des autorités locales, auprès des sites spécialisés sur votre zone de navigation avant de partir. Est-ce qu'il est plus prudent de naviguer en flottille, de naviguer de jour, de nuit? Quelles sont les zones à risque? Ayez un plan de navigation, communiquez le plan de navigation avec votre heure estimée de départ, votre heure estimée d'arrivée, communiquez ce plan à quelqu'un à terre. Et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir communiquer ça à de la famille, mais c'est beaucoup plus efficace de communiquer ça à quelqu'un qui connaît la voile et qui connaît le bateau. Même si c'est pas quelqu'un de la famille, le but c'est pas tellement de rassurer, le but de rassurer la famille. Le but ça va être de déclencher des secours, déclencher des actions. Et quelqu'un qui connaît le monde de la voile, quelqu'un qui connaît le monde de la navigation sera beaucoup plus efficace pour faire ça que votre frère, votre sœur ou un parent qui, lui, n'a aucune connaissance de ce milieu-là. Certains vont choisir de naviguer plutôt la nuit, plutôt des nuits sans lune, et puis certains même vont éteindre leurs feux de navigation pour être relativement discret. Alors, ça comporte aussi des risques. Voilà, ce sont des stratégies que certains utilisent. À chacun de se faire son idée. Lorsqu'on navigue en hauturier, on a toujours une surveillance sur le plan d'eau, mais lorsqu'on navigue en hauturier dans des zones risquées, là, la surveillance devient vraiment très très importante. Donc, le radar peut être utile parce qu'il permet de voir arriver de loin. C'est important de faire des cycles de surveillance toutes les 20 minutes pour plus on voit arriver de loin, plus on voit arriver tôt, plus la possibilité d'agir ou de s'échapper est importante. Un autre élément important, ça va être d'utiliser l'AIS en mode réception et pas en mode émission, parce que ça permet de voir tous les bateaux potentiellement alliés dans la zone de navigation. Si vous sentez que vous êtes suivi, donc vous naviguez, vous êtes sur votre plan d'eau, vous surveillez, et puis là, vous apercevez un bateau de type bateau de pêche conséquent, et vous avez l'impression que vous êtes suivi. Donc là, vous allez, la conduite à tenir, c'est de modifier votre cap de manière imprévisible et de manière relativement marquée pour observer comment le bateau réagit en face. C'est peut-être simplement que vous êtes en route de collision avec un pêcheur et qu'il n'y a rien de particulier. Mais pas forcément. Nous, ça nous est arrivé entre les Canaries et le Cap-Vert, comme ça, en pleine nuit, un bateau qui arrive en route de collision, mais un bateau sans AIS, pourtant un gros bateau, et donc on modifie notre angle de barre, notre route, pour éviter la collision, et puis finalement le bateau réagit d'une manière où il est encore en route de collision. Donc là on fait franchement des changements à 90 degrés, et lui fait franchement des changements à 90 degrés. Donc après plusieurs changements, on a quand même bien compris que ce bateau-là venait systématiquement sur nous. Donc ce qu'on a fait, c'était la nuit, c'était en pleine nuit. On a rangé toutes les voiles, on a allumé le moteur, on a éteint tous les instruments, on a éteint tous les feux. Il y avait pas mal de houle, donc ça nous a permis de se cacher et puis comme ça d'arriver à s'évader. L'idée, c'était de se rendre le moins visible possible. Alors, c'est vrai aussi qu'il n'y avait pas de lune, que la nuit était très très sombre, très très noire, et on a éteint aussi tous les petits points lumineux, les téléphones, les choses comme ça, la luminosité des instruments qu'on a cachés avec les choses qui nous servent à protéger les instruments. Et puis voilà, on a réussi à disparaître, et à un moment donné, on voyait plus le bateau. Alors personne peut dire ce qui serait arrivé si on n'avait rien fait. Mais en tout cas, l'idée là, c'est d'arriver à s'évader discrètement et à disparaître. Alors, vous allez me dire aussi, mais si le bateau a un radar, il va te suivre au radar. C'est vrai. On peut tout imaginer, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas tenter des choses pour éviter l'abordage, parce que c'est beaucoup plus simple. Enfin, il y a moins de risques à disparaître
que un risque où le bateau vienne vous aborder. Dans tous les cas, si vous avez une certitude d'abordage, dans un cas de type de piraterie, là, il faut absolument passer l'alerte. Hein. Passer l'alerte, DSC, enfin ASN, IPIRB, voilà. Là, il faut vraiment alerter les secours. Avec l'AIS, vous verrez si vous avez des bateaux dans votre environnement. Bah, des fois, il y en a pas. Hein, quand on est en hauturier, nous sur la Transat, on a passé énormément de jours où personne n'apparaissait sur les AIS. Donc, il faut bien passer l'alerte d'une manière ou d'une autre. Parfois, en passant l'alerte par onde radio, si les pirates écoutent ce type de fréquence, ils vont se dire tiens, il y a une alerte qui est passée, ça peut jouer en votre faveur en termes de dissuasion, ce qui est pas certain. D'autres préconisent de photographier les bateaux, les personnes à bord. Bon. Et puis de garder les photos en preuve, ou simplement le fait d'avoir été photographié peut dissuader. Moi, je reste un peu dubitatif là-dessus. Je me demande si ça va pas avoir tendance à exciter un peu les personnes pour récupérer les téléphones et les photos. Bon, en tout cas, ce sont des conseils qui sont donnés par certaines autorités. Et si le pire arrive, eh ben, ce que conseillent les autorités, ça va être déjà de pas résister, parce que là, vous avez affaire à des personnes qui sont quand même lourdement armées. Ça va être de rassembler tout le monde au même endroit pour pouvoir se surveiller les uns les autres. Ça va être de coopérer, hein, de donner tout ce qui va être en premier lieu sacrificiel. Hein. Ça va être aussi d'essayer, dans la mesure du possible, de limiter le nombre de personnes qui montent à bord, soit par de la négociation. Voilà, ça c'est vraiment dans la mesure du possible. Et puis une fois que les pirates sont partis, ça va être déjà d'évaluer les blessés, de les soigner s'il y en a. Ça va être d'évaluer les dégâts sur le bateau, s'il y en a, et de réparer. Ça va être de récupérer les ressources qui n'ont pas été volées et qui ont été cachées dans des endroits où les pirates n'ont pas eu accès. Ça va être de prévenir aussi toutes les personnes avec qui vous avez pu être en contact, et puis de prévenir les autorités. Concernant maintenant l'autre type d'abordage qu'on peut avoir en mer, ça va être des pirogues. Une pirogue avec 4 ou 5 personnes, ou 2 ou 3 pirogues. Là, la caractéristique, c'est que les personnes ont plutôt des armes de poing, ont des machettes, des couteaux, et puis vous pouvez être submergé aussi par le nombre. Sont des attaques qui vont plutôt avoir lieu le jour, mais qui peuvent où ça peut vraiment mal tourner, parce que là, on est sur des personnes qui parcourent des distances courtes, qu'on peut retrouver autour des plateformes pétrolières, autour des endroits qui leur offrent des points de repère en navigation. Vous pouvez avoir des personnes qui sont sous l'emprise de stupéfiants, vous pouvez aussi être dans des zones où il y a des gros problèmes de trafic de drogue. Parfois, sur ce type d'attaque, vous avez une première approche non menaçante. Un bateau, une pirogue qui arrive, les gens sont pas menaçants, mais ils sont là pour évaluer un petit peu les ressources, l'équipage qu'il y a sur le bateau, et après vont faire un second tour. Donc là aussi, le volet anticipation est important, et notamment bien s'informer sur la zone de navigation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la traverser, ça veut dire peut-être que ça peut être intéressant de faire un détour d'une vingtaine de milles. Pour une pirogue, un voilier qui est à 10 000 nautiques, est pas forcément visible. Là, je parle pas d'un bateau un bateau de pêche qui va avoir un radar, mais des personnes en pirogue qui vont compter sur leurs yeux pour vous repérer. Et à 5 000 nautiques, un voilier sans voile aussi est relativement peu visible. Donc faire un détour de 15, 20, 25 000 nautiques, c'est pas quelque chose d'aberrant. Et là aussi, surveillance radar, surveillance AIS en mode réception, les
voyager de nuit, vu que ce sont des agressions qui ont plutôt lieu le jour. Des nuits sans lune, ben évidemment, on navigue pas que par des nuits sans lune. Hein, donc ça, ce sont des conseils qui sont prodigués, mais après, c'est à adapter à chacun. Et si malgré la surveillance, il y a une pirogue en approche, il faut continuer à naviguer. Il faut pas s'arrêter. Il faut éviter que les personnes montent à bord. Si malgré tout ça, il y a quand même quelqu'un qui monte à bord, il vaut mieux, il faut repérer qui est le leader pour pouvoir négocier avec ce leader. Certains vont prendre l'option de complètement s'enfermer dans le bateau. Et en tout cas, si c'est le cas, il faut maintenir la maîtrise de l'intérieur du bateau. Et puis, il faut éviter aussi que les pirates amènent le bateau à s'échouer. L'idée, c'est que les pirates prennent vite ce qu'ils veulent et partent vite, voilà, pour faire le moins de dégâts possible. Si je devais résumer, je dirais, avant de partir, de toujours bien vérifier, bien s'informer sur les plans d'eau, les zones de navigation, les zones de mouillage que vous allez pratiquer. Je dirais d'avoir une copie de tous les documents, une copie électronique de tous les documents, une liste de tout ce qui est avec de la valeur, avec les numéros de série, etc., ce dont on a parlé, d'avoir différents niveaux de cachette, des choses qui se trouvent très facilement et d'autres beaucoup moins, des choses qu'on peut sacrifier, des portefeuilles qu'on peut sacrifier. Et je dirais d'éviter de discuter à tire-larigot ou de diffuser sur différents canaux, réseaux sociaux, etc., les projets de navigation quand vous êtes dans ce type de zone. De naviguer plutôt de nuit, d'utiliser un radar pour repérer potentiellement des personnes, des bateaux qui n'auraient pas d'AIS, les repérer d'assez loin. Si vous traversez des zones comme ça à risque, dans la mesure du possible, de voyager en flottille, ça peut être une sécurité. Et le point le plus important, et c'est vraiment tout l'objet de cette vidéo, pour nous en tout cas sur Ikigai, c'est d'avoir un plan d'intervention, c'est-à-dire d'avoir réfléchi en amont à toutes ces questions-là en termes de sécurité, de piraterie, de vol, de cambriolage, d'agression. Ne partez pas sans, c'est notre encouragement en tout cas, ne partez pas sans avoir réfléchi à tout ça et élaboré un plan. On ne vous dit pas non plus faites ceci, faites cela. La vidéo n'est pas une vidéo exhaustive sur le sujet, loin de là. On a essayé de vous présenter un maximum d'options, un maximum de stratégies, de manières de penser les situations. Continuez à vous faire votre culture là-dessus et puis à construire les plans d'intervention les plus adaptés à votre situation, à votre zone géographique, à votre condition et à votre contexte. Et ça, on peut pas avoir... il y a des grandes lignes communes, mais il y a quand même beaucoup de choses qui vont relever d'un plan extrêmement individualisé, personnalisé par rapport à votre voyage. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle a été utile pour vous, pensez à vous abonner, pensez à partager et à liker. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.